plus, va être véritablement consacrée à la chasse à l'ennemi, à la guerre. Et cette partie-là va se transformer au cours des événements, au cours de la guerre. Ils vont délaisser les opérations de grande envergure, sans autre forme de procédure, pour conduire des opérations ciblées efficaces. Ils vont également concentrer leurs opérations sans se dire en réalité. Jusque-là hyper centralisée, l'armée rouge va redécouvrir ou découvrir les vertus de l'initiative, de l'autonomie, la guerre sur la résistance, parce que cette résistance a bien compris que si elle s'expose au feu de l'ennemi, elle est anéantie par sa puissance de feu. Et donc en réalité, elle va à ce moment-là se mettre. L'armée rouge, la 40e armée soviétique, a identifié deux clés de la victoire militaire, grâce en particulier à leurs partenaires vietnamiens, des généraux vietnamiens vétérans des guerres. Vous savez, c'est Mao qui disait priver l'eau du poisson dans le bocal. Pour cela, ils font deux choses. Ils vont vider les vallées non stratégiques de leur population, qu'ils vont regrouper dans des villes, parfois avec des méthodes d'une brutalité évidente. Et en parallèle, ils vont expérimenter des nouvelles techniques. Ils vont notamment chercher à négocier le ralliement des populations ou des territoires qui ne leur sont pas encore hostiles. Ils vont faire comme les Britanniques ont fait. Ils vont distribuer des armes, des honneurs, de l'argent. Et la deuxième clé, c'est qu'ils ont bien compris qu'il fallait étouffer la logistique de l'ennemi, car l'ennemi, en fait, était tributaire des axes logistiques, avec en particulier le Pakistan. À ce moment-là, ils vont comprendre que le char lourd, c'est bien sympathique, mais pour courir, pour aller dans les montagnes, ça ne servait pas à grand-chose. En revanche, l'hélicoptère va prendre une importance considérable dans les opérations. Les fantassins vont apprendre à se battre comme des commandos, à l'afghane, mais ils vont bénéficier en plus des nouvelles technologies qui sont celles de l'armée rouge à l'époque. Et peu à peu, les forces spéciales, les forces professionnelles et les forces spéciales vont devenir le pivot de cette guerre en Afghanistan, où, je vous le rappelle, en fait, le contingent soviétique était essentiellement composé d'appelés, en réalité. Ces forces spéciales vont cibler les actions sur les lignes arrières, chez l'ennemi, en fait, et ils vont également conduire des actions d'influence dans les campagnes en particulier. En fait, pendant que le KGB va tenter de rééduquer les populations dans les villes, créer cette nouvelle classe d'Afghans, le GRU, ou en tout cas les forces spéciales, elles, vont tester de façon très pragmatique des méthodes que en fait, les Français, par exemple, ont mis en œuvre avec succès en Indochine, en Algérie. Voilà. Et en fait, il va y avoir cette double progression dans l'évolution du conflit. Et peu à peu, cette armée rouge hyper centralisée, sûre de sa puissance, va changer de paradigme. Alors je bascule maintenant mon regard sur la coalition actuelle. On peut observer la même évolution entre 2001 et 2011. Donc d'abord engagé pour chasser le terroriste et Ben Laden, sûr de son énorme avantage technologique et de sa puissance de feu, les Américains butent très vite sur un ennemi qui se dérobe et qui se cache parmi la population. On a bien suivi, à chaque fois qu'on croyait avoir Ben Laden, celui-ci s'échappe par un trou de souris. Et l'ennemi a vite compris comment pousser les Américains à la faute. Les dommages collatéraux résultant d'une priorité donnée à l'efficacité opérationnelle à tout prix, sans forcément le souci du lendemain dans un pays dont on sait qu'on le quittera finalement assez rapidement. Alors, au risque de choquer, je pense que la stratégie soviétique fut plus brutale, mais qu'elle avait aussi le mérite d'une certaine forme de cohérence. C'était soit la conversion à l'ordre marxiste, soit l'exode dans le meilleur des cas, ou la mort dans le pire des cas. Je rappelle quand même que le bilan de la guerre sera terrible pour la population. On compte à peu près 15 à 17 millions d'habitants à l'époque, on ne sait pas très bien. À la fin de la guerre soviéto-afghane, on recense 1 million de morts, 1,5 million de déplacés, 5 millions de réfugiés, 800 000 mutilés, dont l'essentiel par les mines. 20 millions de mines seront disséminées sur le territoire afghan. C'est seulement en 2008, concernant la coalition, que King David, David Petrus, le général américain auréolé de ses succès en Irak, va être envoyé en Afghanistan pour convertir les troupes de l'oncle Sam aux vertus de la conquête des cœurs et des esprits. C'est enfin à ce moment-là que la coalition va se doter d'une véritable
Doctrine cohérente. La fameuse guerre de contre-insurrection qui se gagne avec la population qui est placée au centre de tous les efforts civils et militaires. Mais comme les soviétiques vont attendre les années 82-83 pour comprendre enfin l'intérêt d'avoir une armée afghane à leur côté, la réarmer, la former, l'équiper, les Américains ont également mis du temps avant de faire effort sur la formation de l'armée afghane actuelle. Et aujourd'hui, on le voit bien, la coalition compte sur cette force pour prendre son relais après son retrait. Alors, c'est vrai que les Américains ont un avantage, selon moi, énorme sur les Soviétiques. Outre leur énorme capacité technologique, les talibans bénéficient de beaucoup moins d'aide étrangère que les moudjahidines n'en bénéficiaient à l'époque. L'OTAN également joue aujourd'hui la carte de la population, mais ce n'est pas toujours avec un véritable discernement. Ceux qui sont allés là-bas le savent très bien. Alors effectivement, il y a les missions de reconstruction des infrastructures, des missions sanitaires, médicales, on appelle ça des actions civilo-militaires, au profit de la population. Mais quand on voit le déversement de tombeaux de dollars et l'effet limité que cela peut avoir sur la réalité du territoire, je crois que finalement cette politique est en partie contre-productive. Les élites corrompues, je parle des Afghans actuels, confisquent une bonne partie de cette manne, et la population constate bien elle ne peut que constater que cet argent ne lui arrive pas, et elle s'interroge sur l'écart croissant entre les promesses et la réalité. Et enfin, contrainte que n'avaient pas les soviétiques, cette conversion de l'OTAN à la guerre de contre-insurrection se heurte à l'extrême sensibilité de nos opinions occidentales, je parle en tout cas de l'opinion française, aux morts à la guerre. On croit encore ici, me semble-t-il, que les guerres modernes se gagnent sans mort. Du coup, pas question de combattre à l'afghane, c'est-à-dire de manière souple, aller au contact trop longtemps de l'ennemi, parce qu'à ce moment-là, la probabilité de dommages augmente. Je vous rappelle, pour mémoire, actuellement, nous en sommes à peu près à 2700 morts, tout compris entre 2001 et 2011 pour la coalition occidentale. Le chiffre exact des morts français, c'est 75 morts. En face, pour que vous puissiez vous rendre compte, à la fin de la guerre soviéto-afghane, les soviétiques comptent officiellement 14 453 morts. Les statisticiens sont d'accord pour dire qu'en réalité, il s'agit de 26 000 morts. Il faut y ajouter 53 754 blessés, 415 000 malades. On peut par exemple évoquer les conditions sanitaires déplorables dans lesquelles les troupes soviétiques étaient engagées. Les troupes soviétiques, essentiellement faites de conscrits, passaient en moyenne 18 mois sur le terrain. Aujourd'hui, au bout de 6 mois, les Occidentaux repartent à la maison. Il était notable que les installations de la troupe étaient sommaires, il manquait de douches, il manquait d'infirmerie, etc. Une comparaison, nous sommes loin de la rusticité des soldats soviétiques. J'ai encore un peu de temps. Il faut terminer ? Ah bon, alors ok. Très rapidement et en bref, une autre clé de la victoire était le fait de pouvoir contrôler ce qui se passait à la frontière avec le Pakistan. Aujourd'hui comme hier, c'est un échec. Les Soviétiques n'y sont pas parvenus comme les Américains. Et les victoires qui ont été acquises en ce sens ont été chèrement payées. En fin avril 85, par exemple, les forces spéciales russes ont essuyé un cuisant échec dans le défilé de Marawar, qui est une province dans l'est de Kaboul. 30 commandos vont être attirés dans un piège, ils vont être tous massacrés, égorgés, etc., dans des conditions épouvantables. Donc les Soviétiques ont marqué des points, des résultats, mais également au prix du sang. On peut dire que 1984-1985 marque le tournant de la guerre. À ce moment-là, il est clair et net que les moudjahidines sont acculés dans leurs montagnes. Ils n'ont plus accès à leurs ressources en matériel, en logistique du Pakistan. Et que si, à ce moment-là, l'aide occidentale, et en particulier américaine, n'avait pas explosé de manière exponentielle, il est fort à parier que les Russes auraient définitivement cantonné les moudjahidines dans leurs montagnes. Alors on a beaucoup dit que le Stinger avait été l'instrument de la défaite tactique des Soviétiques. Personnellement, je ne le crois pas du tout, d'autant plus que finalement très peu de moudjahidines ont eu accès au Stinger, car vous savez que les services secrets pakistanais exerçaient un droit de regard sur la distribution des armes et favorisaient systématiquement tous les partis de la résistance qui étaient des partis islamistes.
Et ces partis islamistes certains de ces partis gardaient des armes en prévision de la guerre d'après, c'est-à-dire la guerre pour la conquête, la guerre civile pour la conquête du pouvoir, donc ne l'utilisaient même pas contre les soviétiques. En réalité, Mikhail Gorbatchev, qui arrive au pouvoir en 1985, a bien compris le prix qu'il n'était plus possible d'obtenir une victoire militaire rapide à un prix raisonnable, a pris en compte le contexte international et a lui-même décidé d'introduire l'idée de la négociation pour mettre fin à ce retrait, négociation qui va être signée entre Washington et Moscou en avril 1988. C'est la solution du retrait négocié. Donc là, comme je l'ai dit, ce retrait va se dérouler en 2 phases et va être un modèle du genre. En conclusion, et il me reste 30 secondes, pendant toute la guerre, les soviétiques vont chercher à résoudre leurs contradictions internes, je parle notamment de leurs contradictions tactiques, oscillant entre des méthodes relativement brutales et des innovations, voire même des compromis de circonstances. D'un certain côté, ils vont se fabriquer eux-mêmes leurs propres ennemis, et en même temps, on voit bien à la fin de la période soviétique que ceux-ci vont réussir en réalité à rétablir un semblant d'autorité et d'ordre dans ce pays dont il faut bien le dire, qui n'a jamais vraiment obéi à d'autres lois que celles du clan, de l'ethnie et des coutumes de l'islam. Il est intéressant de noter ce que m'a déclaré un jour un ancien chef moudjahidine de la résistance, donc un Afghan qui a fait la guerre contre les soviétiques. Il m'a dit ceci: la haine de la population à l'égard des soviétiques augmenta à mesure que se multiplièrent les bombardements, les dommages collatéraux, les victimes civiles. Néanmoins, ajouta-t-il, et cela me surprit à ce moment-là, les soviétiques se comportèrent différemment et mieux que les troupes américaines aujourd'hui. Alors la remarque de cet homme-là n'est sans doute pas dénuée d'arrière-pensée politique, mais elle vaut la peine qu'on y réfléchisse. Et en politique, on sait bien que les déceptions sont souvent à la hauteur des promesses données. En tout état de cause, je crois que, comme en 1989, il faudra attendre 2014 et le départ de la coalition occidentale pour mesurer véritablement le chemin parcouru depuis 2001 et faire le compte des points. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, je voudrais donner la parole à M. Mohamed Omar Nassar, directeur du Centre d'études d'Afghanistan contemporain de Moscou. S'il vous plaît. Уважаемый Алексей, Наталья Алексеевна, уважаемые присутствующие, прежде всего хотел поблагодарить за приглашение и предоставленную возможность выступить. Merci beaucoup pour cette invitation, pour l'occasion qui m'a été donnée de prendre la parole. В ближайшие месяцы исполнится 10 лет с момента вторжения американских войск в Афганистан. Célébrer le 10e anniversaire depuis l'intervention des forces américaines en Afghanistan. Позднее к американским войскам присоединились НАТО. Ces forces armées américaines ont été renforcées par un contingent de l'OTAN. Нужно отметить, что эту военную кампанию поддержала Организация Объединенных Наций и практически весь мир. Il faut dire que les Nations Unies et le monde entier, la communauté internationale, ont soutenu cette intervention américaine au départ. Официальная причина ввода войск в Афганистан борьба с терроризмом. La raison officielle de cette intervention américaine en Afghanistan était la lutte contre le terrorisme. Я бы хотел высказать свое мнение о современной ситуации в Афганистане. Aussi, j'aimerais dire quelques mots, le fond de ma pensée sur la situation actuelle en Afghanistan. Но прежде чем говорить о современной ситуации, хотелось бы остановиться на некоторые моменты, которые были затронуты до меня. Вот, Mais avant cela, j'aimerais faire écho à quelques réflexions qui ont été faites avant mon intervention. Во-первых, в те времена, во времена пребывания советских войск, существовали два блока, так называемый блок Запад et Восток. Tout d'abord, à l'époque où l'Union soviétique menait sa guerre en Afghanistan, le monde était scindé en deux. Il y avait le bloc
occidentale et le bloc soviétique. И нужно отметить, что все страны, которые тогда противостояли Советскому Союзу в Афганистане, сегодня воюют в Афганистане. D'ailleurs, les pays qui, à l'époque, étaient opposés à l'intervention soviétique en Afghanistan sont aujourd'hui très présents au sein de la coalition occidentale. Но, тем не менее, ситуация сложная, пока угрозы безопасности сохраняется в Афганистане. La situation reste très tendue et il y a beaucoup de menaces qui pèsent sur l'Afghanistan. Считается, что существуют внутренние факторы и внешние факторы, тормозящие урегулирование афганского кризиса. On dit souvent qu'il y a deux freins pour le règlement de la crise afghane, des freins à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Я хочу сейчас поговорить о некоторых причинах, некоторых внешних факторах. Je vais aborder quelques facteurs extérieurs à l'Afghanistan. Внешние факторы разделяются, скорее всего, на две группы большие. Ces facteurs extérieurs pourraient être subdivisés à leur tour en deux catégories. Это геополитические и экономические интересы, Des facteurs géopolitiques et économiques, куда входит реализация крупных транспортных и энергетических проектов, les intérêts des uns et des autres quant à la mise en œuvre de grands projets énergétiques, проекты направлены на разработку полезных ископаемых, которые projets de prospection de minerais et de ressources naturelles. Но пока существуют проблемы безопасности, к сожалению, к реализации этих крупных проектов невозможно приступить. Mais tant que le problème sécuritaire reste ce qu'il est, la situation sécuritaire reste ce qu'elle est aujourd'hui, il est impensable de commencer la mise en œuvre de ces grands projets. Проблемы безопасности в основном формируются так называемыми афганскими угрозами. La sécurité dépend de ce qu'on appelle les menaces afghanes. А эти угрозы, на мой взгляд, их можно разделить на три группы Ces menaces, à mon avis, il y en a trois. или на три вида. Значит, это угроза экстремизма, Il s'agit tout d'abord de la menace de l'extrémisme. угроза наркотическая. Ensuite, la menace du côté des trafiquants de la drogue. Об этих двух угрозах чаще всего говорят Et ce эксперты. sont ces deux menaces qui sont le plus souvent évoquées. Но par есть les médias. еще один вид угрозы, о которых говорят не официальные лица, а в основном экспертные сообщества. Cela dit, il y a une troisième menace qui est très peu évoquée par les médias ou les officiels, mais qui est très présent à l'esprit des experts. Это угроза возможного усиления влияния США и НАТО в регионе. Cette menace, c'est la croissance du rôle dominant des États-Unis dans cette région et de leurs alliés de l'OTAN. И вот от того, на каком месте какую угрозу какая страна ставит, зависит его позиция по афганскому вопросу. Cette troisième menace est perçue différemment par différents pays et en fait, la position de tel ou tel pays par rapport à ce conflit est prédéterminée par la perception de ce pays, par ce pays de cette menace. Нужно сказать, что позиция стран, особенно стран региона и всего мира по решению афганского кризиса разные. Il faut dire que les positions au sein de la communauté internationale quant à la solution de la crise afghane sont très divergentes. Это одна из главных проблем, на мой взгляд, тормозящей урегулирования афганского Et кризиса. c'est cela qui constitue un frein important pour le futur règlement. К примеру, для России на первом месте находится угроза экстремизма, La Russie craint avant tout la menace de l'extrémisme. на втором месте наркотическая угроза, En deuxième lieu, c'est la menace de la diffusion de la drogue. на третьем месте угроза возможного усиления США и НАТО в Et Афганистане. enfin, en troisième position, c'est la menace de la croissance du rôle dominant des États-Unis et de l'OTAN dans la région.
Это наглядно видно по недавнему заявлению Сергея Лаврова, министра иностранных дел России, который заявил, что решение о выводе американских войск из Афганистана должно быть окончательным, но они должны уходить вовремя. On le voit très bien en analysant les derniers propos du ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, qui a dit que les Américains doivent se retirer de l'Afghanistan une fois pour toutes, et ce retrait doit être définitif. Таким образом, Opportun. в этих словах что мы видим? Россия беспокойна, в принципе, не заинтересована, чтобы американцы вечно оставались в On Афганистане. voit bien que la Russie n'a aucun intérêt à ce que les Américains restent en Afghanistan en permanence. Но фраза о том, что решение о выводе, они должны уходить вовремя, говорит о том, что Россия хочет, чтобы американцы все-таки доделали то, ради чего пришли в Афганистан. Cela dit, quand Lavrov continue le fond de ce pensée et dit que ce départ doit être opportun, ça veut dire en filigrane qu'il veut que les Américains finissent le travail. Сообщение о том, что американцы собираются на территории Афганистана разместить постоянно действующие военные базы, и одновременно сообщение о начале вывода заставили многие страны региона на это реагировать. Il y a eu deux annonces en même temps, le retrait des forces américaines à terme et aussi la mise en place de bases militaires américaines en Afghanistan à titre permanent. И вот по реакции этих стран, особенно стран региона, можно определить, на каком месте какую угрозу они ставят. Ces deux annonces ont provoqué des réactions diverses au sein des pays riverains de l'Afghanistan et on peut très bien en juger d'après ce qu'ils disent. К примеру, после появления сообщения о том, что американцы собираются на территории Афганистана разместить военные базы, Пакистан и Иран на это довольно жестко отреагировали и выступили против. Le Pakistan et l'Iran ont très fermement réagi à l'annonce de la future mise en place de bases américaines militaires en Afghanistan. Это говорит о том, что, например, для Ирана угроза возможного усиления США, влияния США и НАТО в Афганистане находится на первом месте, в то время как для России, например, на третьем месте. Cela veut dire que, par exemple, pour l'Iran, la menace de la croissance du rôle dominant des États-Unis est vraiment leur première préoccupation, alors que pour la Russie, cette menace se classe en troisième position. Наркотическая угроза на втором месте для Ирана, угроза экстремизма на третьем месте. En deuxième position pour l'Iran, c'est la menace de la drogue. Et en troisième position, c'est la menace de l'extrémisme. Таким образом, для иранцев сегодня самое главное вывести войска из Афганистана. Ce qui compte pour l'Iran, c'est le retrait le plus rapide possible des forces étrangères de l'Afghanistan. Эта сторона настолько чувствительна к присутствию американских войск, что ему этой стороне все равно, что будет после вывода. L'Iran est très sensible, en effet, à la présence même des forces étrangères dans un pays limitrophe et peu sensible, en revanche, en ce qui concerne l'avenir de l'Afghanistan après le retrait. Очевидно, иранские политики считают, что с остальными угрозами сами справятся как-нибудь. Les hommes politiques iraniens doivent être persuadés qu'ils sont en mesure d'affronter les menaces potentielles qui peuvent surgir après ce retrait occidental. Для Пакистана существует только одна угроза. Угроза возможного усиления влияния США и НАТО в Афганистане. Pour le Pakistan, il y a une seule menace, celle du renforcement de la présence américaine dans la région et de la présence de l'OTAN. Таким образом, позиция Пакистана и Ирана очень близки, они становятся так или иначе союзниками. Autrement dit, la position de l'Iran est très proche de celle du Pakistan et objectivement, ils peuvent être considérés comme des alliés. Так как, но в то же время позиция России, исходя из паритетности,
этих угроз близка к Индии, которая тоже против усиления экстремизма выступает в Афганистане. On peut noter que la position de la Russie est très proche de celle de l'Inde, qui elle aussi craint beaucoup l'extrémisme. Поэтому и Россия, и Индия выступают за продолжение пребывания, но для того, чтобы американские войска все-таки устранили угрозы, которые сегодня существуют в Афганистане. Aussi, la Russie, comme l'Inde, tout en se prononçant pour un retrait à terme des forces de la coalition occidentale, souhaite que celle-ci mette fin à la montée de l'extrémisme dans ce pays. Довольно интересная позиция стран Средней Азии или стран бывшей Советской Средней Азии. Les pays de l'Asie centrale, ancienne république soviétique en Asie centrale, Они по-разному подходят к решению афганской проблематики. ont une position assez divergente. Ces pays n'ont pas la même vision de la situation afghane, Но для них в основном угроза экстремизма стоит на первом месте. mais on peut dire que, grosso modo, c'est également la menace de l'extrémisme qui constitue pour eux le danger immédiat. В то же время эти страны не в состоянии самостоятельно защититься от экстремизма. De plus, ces pays ne sont pas en mesure, militairement parlant, de se prémunir contre la menace extrémiste. Поэтому они вынуждены сейчас выступать, взять в союзники того, кто их защитит от экстремизма. Aussi, on peut dire que les pays de l'Asie centrale sont à la recherche de l'allié le plus sûr, capable de les protéger contre les menaces extrémistes. Это обстоятельство как раз Соединенные Штаты Америки используют в свою пользу. Мы знаем, что недавно, например, на территории Таджикистана был открыт военный центр вблизи к границе Афганистана. Да. C'est un facteur que les Américains utilisent dans leurs propres intérêts. On sait qu'il y a un centre d'entraînement militaire américain qui a été ouvert sur le territoire tadjik. Но на самом деле я считаю, что проблема экстремизма на севере Афганистана преувеличена несколько. Personnellement, je pense que la montée de l'extrémisme au nord de l'Afghanistan est largement exagérée. К примеру, организация исламское движение Узбекистана, о которых очень часто мы слышим, исламское движение Узбекистана, ИДУ. Il y a une organisation islamiste en Ouzbékistan qui s'appelle l'islamiste de l'Ouzbékistan. Крайне ослаблена. Mais cette organisation est très très faible. Тем не менее, и в афганские СМИ, и в западные СМИ часто появляются сообщения об активизации этого движения на севере Афганистана. Néanmoins, on parle souvent en Afghanistan comme en Occident de la résurgence de ce mouvement islamiste ouzbek. Это обстоятельство помогает Соединенным Штатам Америки расширить свое влияние в регионе. Les États-Unis en profitent pour renforcer encore davantage leur présence dans cette région. Таким образом, сегодня страны региона, особенно страны Центральной Азии, находятся в тупиковом состоянии. Ainsi, au jour d'aujourd'hui, la situation est quelque peu dans l'impasse dans la région. Либо поддержать пребывание американских войск в регионе, либо остаться один на один с угрозой экстремизма. Il y a deux mots, il faut choisir le moindre. Soit on soutient la présence américaine dans la région, soit on fait face tout seul à la menace extrémiste en Afghanistan. И как вот видно из анализа реакции разных стран региона к этим угрозам, к сожалению, сегодня единой позиции у стран региона, большинство из которых входит в Шанхайскую организацию сотрудничества, нету. Il suffit d'analyser rapidement la position des pays de l'Organisation de coopération de Shanghai pour comprendre qu'il n'y a aucune unité là-dessus et que les positions sont très divergentes. Так как в то время как западные страны, например, к началу 2008 года
в принципе, устранили все разногласия между собой. В принципе, что? Устранили существующие разногласия между собой. Tandis que les pays occidentaux, au début de l'année 2008, ont pratiquement surmonté leurs divergences. А разногласия были серьезными. Alors que ces divergences étaient assez Об sérieuses. этом говорит хотя бы то, что после преступлений, после начала операции Запад поделил территорию Афганистана на разные так называемые зоны ответственности. Il suffit de citer le fait qu'après le début de l'opération occidentale en Afghanistan, le pays a été subdivisé en différentes zones de responsabilité. Немцы, к примеру, на север расположились, Les Allemands ont décidé de contrôler le nord du pays. французы в разных провинциях, но в основном в центральных. Les Français se sont éparpillés un peu, mais sont restés quand même concentrés au centre. Британцы на юге. Les Britanniques mènent leurs opérations dans le sud. Но опять-таки переход экстремистов на север и в другие места помогли американцам выдавить своих союзников из этих регионов. Mais le fait que les extrémistes se sont déplacés vers le nord a aidé les Américains à évincer leurs alliés de la région. И занять их места. К примеру, Les Américains ont peu à peu pris la place de leurs alliés. после обострения ситуации в Кундузе, на севере Афганистана, Par exemple, la situation dans le nord, autour de Kunduz, s'est aggravée. и после того, как оказалось, что немецкий контингент не в состоянии воевать с экстремистами, Il s'est avéré que les forces allemandes n'étaient pas capables de faire face à l'ennemi toutes seules. Кундуз к границам Таджикистана были тогда приброшены в 2009 году 5000 американских военнослужащих. Et c'est à cette époque-là, en 2009, que 5000 militaires américains ont été transférés dans cette région, qui est région limitrophe avec le Tadjikistan. Сейчас в СМИ, в афганском СМИ часто появляются сообщения об активизации радикалов в Мазар-Шариф, вблизи к узбекской границе. Les médias afghans parlent souvent de l'activisme des éléments radicaux du côté de la frontière ouzbek, Mazar-i-Sharif. И мы слышим сообщения о том, что американцы собираются перебросить войска тоже к узбекской границе для охраны. Et tout de suite, on commence à parler d'un transfert éventuel de forces américaines vers la frontière ouzbek. Часто мы слышим, что Афганистан, сегодня афганская территория является источником, представляет угрозу, террористическую угрозу для стран Центральной Азии. On dit souvent que l'Afghanistan constitue une menace terroriste pour les pays de l'Asie centrale. Но на самом деле Афганистан не является сегодня всего лишь страной-транзитером экстремистов. Mais en fait, l'Afghanistan n'est qu'un pays de transit. Потому что все заводы по производству боевиков и террористов находятся на территории Пакистана. En fait, les bases arrières des terroristes, les bases arrières des éléments les plus radicaux se trouvent au Pakistan. Недавно в Кабуле был обнародован отчет, в котором говорится, что в настоящее время на территории Пакистана базируется штаб-квартира 14 террористических организаций. Récemment, un rapport a été produit par les autorités de Kaboul, et selon ce rapport, le Pakistan sert de base arrière au moins à 14 organisations terroristes. Поэтому я считаю, пока с Пакистаном Запад не примет какое-то решение, сложно будет говорить о завершении афганской À mon кампании. avis, tant que l'Occident ne se définit par rapport au Pakistan, il serait difficile de parler du règlement du problème afghan. Я бы завершил на этом. Я думаю, что будут вопросы. И C'est тогда... là-dessus que je souhaiterais conclure, et si vous avez des questions, je suis prêt à vous répondre. Спасибо. Merci. Merci.